Sophie Boissard, directrice générale de Korian. On vous a invité parce que vous avez double effet qui se coule, si j'ose dire. Votre métier, c'est la fragilité. Vous allez nous dire en un mot ce que vous faites. Et quand le métier, c'est de prévenir, d'encadrer, de soutenir la fragilité, il faut être assez bon en matière de gestion des fragilités de ses personnels, dont l'expertise est la fragilité. J'espère que j'ai été clair, je ne suis pas sûr. Et dites-nous. Oui, alors Korian, c'est la première entreprise européenne qui a pour mission le soin et l'accompagnement de personnes âgées ou fragiles, durablement ou temporairement fragilisées. Et effectivement, l'élément de base, c'est que pour prendre soin, soigner et accompagner des personnes qui sont en situation de fragilité, pour des raisons de santé évidentes, il faut soi-même être, pour reprendre les mots de Laurent Berger, suffisamment solide, ou en tout cas bien dans sa tête et dans son équipe, dans son établissement, pour le faire parfaitement. Parce qu'on ne peut pas être à moitié dans nos métiers. On est soit très bien, soit on ne se sent pas bien, et à ce moment-là, on devient mal, y compris dans le service du client. Je voudrais d'ailleurs dire ce qui me frappe dans cette matinée par ailleurs passionnante, c'est que dans tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, je n'ai jamais entendu le mot de client. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à se dire, on parle des fragilités des salariés, on a parlé de l'entreprise, son efficacité. Revenons quand même aussi à sa raison d'être. Et sa raison d'être chez nous, c'est de servir non pas d'ailleurs des clients, mais des patients, des résidents, donc des personnes. Et donc effectivement, cette question de la fragilité, chez nous, elle est au carré ou au cube. Pourquoi le client est concerné ? Si vous passez par ce chemin-là, parce qu'on entend beaucoup parler, et notamment nous avons dans la salle le président de l'Association française de la relation client qui doit boire vos paroles, Éric Dadian, qui parle beaucoup à ses mandants de la symétrie des attentions, terme à la mode, qui consiste à dire si on arrête de fouetter les gens qui s'occupent du client, ils ne fouetteront pas le client, ils le caresseront. Alors, chez moi, les termes fouettés, etc., ne vont pas du tout, mais en revanche, la symétrie des attentions va totalement. Les métiers du soin sont des métiers profondément humains, dans lesquels la qualité de la relation humaine, la qualité de l'attention, la présence dans la durée est quelque chose qui est absolument cardinal pour s'occuper, encore une fois, de personnes qui sont elles-mêmes dans un état de profonde fragilité. Et pour ça, profondément, vous ne pouvez pas bien le faire, et notamment durablement bien le faire, si vous n'êtes pas dans un univers dans lequel vous pouvez laisser de côté, ou en tout cas ne pas être submergé par vos fragilités. Et chez moi, mon entreprise, c'est 50 000 salariés, c'est 85% de femmes, donc c'est des salariés et eux. Je déteste l'écriture inclusive, mais chez moi, c'est quand même vraiment et eux, largement. Et le sujet des fragilités, il est au cœur même de la qualité de ce qu'on fait tous les jours. Alors, il y a une deuxième chose que je voudrais dire. On a aussi beaucoup parlé dans la table ronde précédente de la difficulté d'entreprise dans laquelle restructuration après restructuration supprime des emplois et finalement qui me semble être une vision de monde industriel. Dans mon monde à moi, qui est un monde de service à la personne, moi j'embauche. J'embauche 3500 personnes en CDI chaque année et je me bats pour trouver des salariés. Mais c'est grâce aux Français qui vieillissent. C'est grâce aux Français qui vieillissent, c'est grâce globalement aux besoins de santé. On a parlé de maladies chroniques pour les salariés, on peut parler de maladies chroniques pour la population. Les besoins de santé devant nous, parce que la population augmente, parce que sa durée de vie s'allonge, ce qui est une très bonne nouvelle, et aussi parce qu'on meurt moins de maladies dont on mourrait très rapidement, et donc on a des besoins de santé croissants. Donc j'ai besoin de salariés, petit 1. Petit 2, moi, à la différence des startups ou autres, je ne passe pas mon temps à restructurer ni mes établissements. Moi, mon unité de base, c'est une clinique, c'est un réseau de soins. C'est des univers dans lesquels le patient a besoin d'énormément de stabilité. Voilà, il a des besoins qui sont les mêmes tous les jours. Et mes équipes, elles ont besoin d'énormément de stabilité dans l'organisation. Et le digital, chez moi, il est encore assez loin parce que précisément, encore une fois, c'est beaucoup de soins et de présence humaine. Donc dans cet environnement-là, finalement, la question des fragilités, elle est différente. Et je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à la regarder dans différents univers professionnels et pas uniquement dans des univers en restructuration où les gens passent leur temps à recevoir des informations du monde entier. Moi, c'est très local. C'est très local. Et pourtant,
la fragilité, elle est là. Alors, peut-être juste quelques mots sur ces fragilités. Je pense que les fragilités pour mes salariés, c'est d'abord ce qui a été dit dans l'étude Harris qui nous a été présentée. C'est d'abord des fragilités qui tiennent aux situations personnelles, mais qui envahissent l'univers du travail. Le nombre de mes salariés qui sont des femmes élevant seules leurs enfants est énorme. Donc quand vous avez un souci de garde le matin, parce que c'est vous qui vous en occupez, quand votre enfant décroche à l'école, quand il peut se passer plein de choses, c'est très compliqué de venir serein et motivé au travail. Mais quand une aide-soignante, une infirmière fait défaut le matin, c'est toute l'organisation du travail qui devient plus difficile et plus pénible pour la totalité de l'équipe. Donc la fragilité personnelle, très vite, déborde sur l'organisation du travail. Et donc c'est pour ça que je souscris alors à 1000% à ce qui a été dit. Le bien-être des salariés de Korian, c'est mon affaire, c'est l'affaire de toute l'entreprise, parce que c'est la condition même de la qualité de notre travail. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On a signé d'abord, on est la première entreprise de ce secteur à avoir signé l'année dernière un accord de qualité de vie au travail. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire ? Derrière ça, il y a des choses très simples. Diagnostiquer, écouter, dialoguer. Donc ça passe évidemment par une revue des engagements, un questionnaire d'engagement sur l'ensemble des salariés qui permet, établissement par établissement, de voir les signaux faibles, de voir les endroits, les équipes lesquelles il y a des problèmes. Souvent, voilà. Deuxièmement, mettre en place des capacités d'écoute, avec en particulier des systèmes par des tiers médiateurs pour préserver l'intimité ou la confidentialité de certaines informations. On regarde, là ça fait 1 an que ce système est complètement déployé en France et sur les 375 établissements du groupe en France, on a réalisé que les 3/4 avaient utilisé ce système d'écoute. Alors ça ne veut pas dire que les 3/4 des salariés l'ont utilisé, mais dans 3/4 des établissements, au moins une ou plusieurs personnes ont eu recours à ces lignes téléphoniques. Le deuxième axe, c'est tout ce qui peut permettre de simplifier cette conciliation vie professionnelle, vie privée. C'est des berceaux d'urgence. Quand vous vous retrouvez berceau, c'est-à-dire accès à une crèche ou à un système de garde d'enfants d'urgence, lorsque vous vous trouvez en carafe. Donc ça se met en place. Et donc le coût d'une journée tel que nous le prenons en charge, c'est 7 € pour le salarié concerné. Donc ça permet, ou la salariée concernée le plus souvent. C'est de l'aide aux aidants. Là aussi, en mettant en place une aide financière, ou aussi par le don de journées de RTT qui fonctionne bien. Et puis, c'est tout ce qui peut permettre au quotidien de faire en sorte que la vie soit agréable et plaisante dans chacun des établissements. Donc, c'est des réunions, c'est effectivement des fêtes. Alors, Jean-Luc Verne disait qu'il n'y a plus de fêtes dans les établissements, enfin dans les usines ou dans les collectivités de travail. Chez nous, il y en a, c'est très important, ça fait souvent la différence. C'est tout ce qui peut permettre de créer de la convivialité et de maintenir finalement ce qui est... on l'avait évoqué ensemble en parlant, un peu le camp de base de mes salariés, qui est de se dire finalement, mon établissement, c'est ma famille étendue, c'est là où je viens tous les jours, et c'est là où finalement j'ai besoin d'être bien pour bien faire mon métier, parce que ce qui me motive, et on n'est jamais soignant par hasard, c'est vraiment le sens de mon métier, et j'ai besoin d'être bien pour bien le faire. Et vous aviez insisté sur la durabilité de cet environnement, c'est-à-dire que si ça change tout le temps, s'il y a une infirmière qui s'en va, qui avait un charisme, un chef de service ou quelqu'un qui était en responsabilité, et vous insistez, vous, sur l'importance d'un management qui soit stable, dès lors qu'il n'est pas toxique, évidemment, mais quand quelqu'un est bien avec sa famille de salariés, c'est toujours très important que ça dure, parce que quand ça ne dure pas, ça crée de l'insécurité. Exactement. Et là-dessus, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit, sur l'entreprise qui doit devenir horizontale, sur la fin de la hiérarchie, oui, jusqu'à un certain point, et non. Parce que tout le monde n'a pas l'âme d'un auto-entrepreneur ni d'un start-upper. Je dirais le commun des mortels. Il aspire à avoir un travail, un rôle bien défini, un sens évidemment à sa mission, des collègues qu'il apprécie, savoir ce qu'il a à faire le matin et pas se poser la question chaque matin d'une organisation qui aura bougé et d'un travail parcellaire dont il n'aura pas la vision. Et tout le monde n'a pas envie de se réinventer tous les jours. C'est ce que Diana nous disait d'ailleurs, qu'elle avait un regard très critique sur le bougisme. Je le crois vraiment. Donc moi, je pense que notre première mission en tant qu'entreprise, c'est de poser un cadre.
on a tous, on voit ça aussi dans sa vie privée ou comme parents, poser un cadre, poser une organisation, poser des missions clairement définies et faire en sorte que dans ce collectif, avec évidemment dialogue, bienveillance et la vision collective du sens de ce pourquoi on agit, mais chez nous, d'une certaine manière, ça se voit, c'est au cœur même de ce qui se passe tous les jours, eh bien, chacun sache ce qu'il a à faire et puisse jouer son rôle, sa partition dans un orchestre. Jean-Marie Lambert, quand on a préparé cette table ronde, vous avez dit quand même il y a des fondamentaux. Un bon système social, il faut en parler, ça prévient les fragilités. Et vous l'avez dit d'une façon presque militante, et je voudrais que vous nous le redisiez, et pourquoi d'ailleurs vous l'avez dit. Oui, alors presque militante, désolé, il n'y a pas que des premiers de cordée dans les entreprises, et même les premiers de cordée peuvent dévisser. Donc il est clair que nous qui sommes un groupe international, on a un peu moins de 170 000 salariés partout dans le monde, dont 50 000 en France. On peut apprécier la qualité d'un système à la française, qui mérite certes peut-être d'être toiletté, etc., mais quand on compare avec des systèmes, je ne parle même pas de pays en voie de développement, mais quand je compare avec ce que vivent nos salariés américains, par exemple, ce que vivent certains de nos salariés en Asie, très franchement, les gens ne se rendent pas compte de la chance que nous avons d'avoir un système de santé, de prévoyance, de retraite, qui est un système qu'il faut à tout prix préserver. Alors ça ne veut pas dire ne rien faire, mais si on veut le préserver, ça veut dire effectivement qu'il faut y réfléchir sainement. Et en tout cas, nos collaborateurs français l'apprécient. Alors les conditions, Veolia n'est pas une entreprise parfaite, ça se saurait, mais disons qu'on a des particularités qui justifient en fait le fait qu'on est impacté par toutes les fragilités, y compris des fragilités dont on n'a pas parlé ce matin, comme les discriminations, comme les fragilités qui sont liées à la psychologie, on en a un peu parlé. Il y a tout un tas de fragilités sur lesquelles on est concerné. Les conditions qu'on a essayé de créer, et je pense qu'on n'est pas trop mal parti là-dessus, pour que ça marche. D'une part, il faut qu'il y ait un engagement du management qui soit très fort, à commencer par le dirigeant de l'entreprise. Et le dirigeant de l'entreprise porte une attention extrêmement particulière à ces sujets-là. Il les suit. Lorsqu'il a des collaborateurs, mais je pense que tout le monde dans la salle le fait, des collaborateurs ou des collaborateurs de collaborateurs qui ont des soucis, il en prend soin, il s'en enquiert. Et ça, c'est important, ça se sait. Ça génère un climat d'écoute et d'attention qui veut dire aux gens, vous n'êtes pas seuls. Le deuxième point, il faut une organisation, il faut savoir qui fait quoi. Tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi, ça a été dit dans les tables rondes. On n'est pas médecin, le DRH n'est pas médecin, il est loin d'être parfait, ça a été dit souvent. Il n'est pas médecin, il n'est pas assistant social, il ne peut pas tout faire. En revanche, il doit connaître les interlocuteurs qui peuvent aider et il doit organiser les réseaux. En fait, c'est ça le but fondamental d'une entreprise comme la nôtre en matière de responsabilité sociale et environnementale, parce que je n'y reviendrai pas, on ne peut pas ignorer les sujets des fragilités, c'est impossible. Donc, on doit avoir une direction santé-sécurité forte qui est rattachée à la DRH, c'est notre cas, et qui a un réseau de préventeurs qui ne s'occupe pas seulement de la sécurité du travail, mais aussi de la santé dans tous les pays dans lesquels on travaille. On doit avoir un réseau d'assistantes sociales compétentes et fort, et qu'on écoute, et on doit avoir une médecine du travail digne de ce nom. Ce que vous avez maintenu alors que c'était facultatif. Bon, pas facultatif, mais disons que certaines visites le sont, les visites d'embauche, etc., mais on a maintenu ces dispositifs, alors qu'on n'était pas obligé de le faire. Parce qu'on considère que si l'on veut prétendre régler le problème des fragilités, ou du moins les atténuer, ça veut dire qu'il faut qu'on ait les réseaux qui permettent de le faire. Et enfin et surtout, il faut une culture d'entreprise. Bon, on a la chance chez Veolia d'avoir une culture d'entreprise de services et de construction, donc l'équipe, ça existe. Le travail d'équipe, c'est fondamental, c'est comme dans la construction, hein. Ça veut dire que si, quelqu'un l'a dit ce matin, souvent ces problèmes-là se résolvent au plus près du terrain, donc au plus tôt, et c'est la solidarité d'équipe qui permet aux gens, effectivement, de fonctionner ensemble, de se comprendre et de se connaître et de s'aider. Après, nous, le rôle de la fonction centrale RH, c'est de faire en sorte de créer les conditions pour que ces facilités d'équipe se fassent. Et il y a un autre point qui est important, c'est l'isolement des personnes. Quand on parle des discriminations, par exemple, je vous cite un exemple. On a signé il y a 2 mois la charte de l'ONU sur la protection des droits des LGBTI. Bon, on a eu un nombre de messages de collaborateurs partout dans le monde qui nous ont écrit pour nous en remercier et pour nous dire, ça y est, on sait que l'entreprise s'occupe de nous, on n'est pas seul. Et rien que ça, c'est extrêmement important. Thomas Saunier, dans l'introduction, il a dit finalement il y a 2 facteurs de fragilisation aujourd'hui qui sont des facteurs macro.
Il y a la démographie, avec ce qu'elle comporte de vieillissement, éventuellement de maladies chroniques, la sociologie, avec le développement de la famille monoparentale. Et puis de l'autre côté, il y a la transformation, ce qu'on appelle la transformation des entreprises. Alors ça peut être l'ubérisation, ça peut être le digital, et tout ça. Est-ce que vous en voyez d'autres, vous, des facteurs de fragilisation des salariés? Parce que 170 000 collaborateurs, c'est un peu le monde en plus petit, c'est la France en plus petit. Il y a un peu de tout, oui. Mais, je vais revenir sur la transformation. Bon, déjà, il y a aussi une des conditions fondamentales, ça a été dit évidemment par Laurent Berger ce matin, c'est la qualité du dialogue social. La qualité du dialogue social, bon, on a 62 établissements sociaux en France, dont une partie en US. C'est vrai que ça veut dire qu'on a des accords groupes, et derrière, ces accords groupes sont déclinés en fonction des spécificités du terrain, et ça nous a permis de faire un certain nombre de choses bien. J'y reviendrai, je donnerai des exemples tout à l'heure sur ce sujet-là. Sur la transformation, on avait fait des erreurs. On avait fait des erreurs parce que, comme tout le monde, on s'est lancé dans la transformation comme un nouveau mantra. Mais on n'avait pas ouvert les chakras à l'époque. Hein. Donc on avait le nouveau mantra, transformation avec objectif financier, et le DRH est là pour éviter... pour limiter la casse sociale, pour être très clair, avouons les choses, hein, ça fait partie des joies du métier. Et derrière, on a compris que ça ne marchait pas, en particulier dans l'eau-France. Et le plan de transformation qu'on vient de faire, c'est le 3e, on a compris que ça ne marchait pas pour une raison très simple. C'est qu'on expliquait aux gens qui faisaient les métiers de base qu'ils étaient à l'écart de la transformation. Et que la transformation, ça venait forcément des nouvelles technologies, des nouveaux produits, des nouveaux métiers et de l'international. Et donc, les 4/5e des collaborateurs de l'eau-France considéraient qu'ils étaient des has-been totaux et on leur laissait croire que finalement ils n'avaient plus qu'à croupir dans leur métier de base sans perspective de développement et d'évolution. Il y a 2 ans, on a complètement inversé le dispositif. On a dit l'avenir c'est dans le métier de base. On vous fait collaborer au projet d'entreprise, on vous fait travailler dessus à tous les niveaux et ça marche. Et ça montre que quelque part, il ne faut surtout pas oublier le code génétique de l'entreprise. Et je crois qu'effectivement, dans les fragilités qui peuvent exister, les salariés d'une entreprise comme Veolia, ils sont attachés. Bon, il y a une moyenne d'âge de 43 ans en France, qui est assez classique dans les entreprises françaises, et elle a tendance à augmenter, ce qui ne vous surprendra pas, une moyenne d'ancienneté qui est plutôt élevée. Donc les gens sont attachés à leur entreprise, ils en sont fiers, et ils ne veulent pas qu'on la dévalorise. Donc derrière, tout ce qui peut concerner la fierté, le sentiment d'appartenance, ça fait partie des choses qui limitent les fragilités. En même temps, ils sont attachés, vous dites, donc ils restent longtemps, donc ils vieillissent chez vous. Quel type de sujet ça pose ? Les sujets que ça pose, ce sont tout bêtement des sujets qui sont liés à la dépendance des parents, le handicap, au retour à la vie professionnelle après les maladies et effectivement à tout ce qui est les conséquences classiques du vieillissement. Pardon, je vous coupe, mais j'ai reçu un mail, merci, quelqu'un de très brave, qui dit « Je vous prie de poser 2 questions aux praticiens. Peu d'entreprises remplissent leur quota de travailleurs handicapés. Selon vous, pourquoi ? Quelles sont les spécificités des enjeux du management des travailleurs handicapés ?» Vous avez 25 heures, bien entendu. Enfin, en 2 mots. En deux mots, on arrive à remplir le quota de travailleurs handicapés, mais ce n'est pas facile, je reconnais. Ce n'est pas facile pour 2 raisons. Bon, d'une part, vous savez, sans doute mieux que moi pour celui qui a posé la question, qu'il y a les handicapés de l'entreprise, qui hésitent le plus souvent à se déclarer handicapés. Donc ça, c'est vrai qu'effectivement, il y a une pudeur qu'il faut respecter. On a un certain nombre de collaborateurs dans l'entreprise qui ne veulent pas se déclarer handicapés dans l'entreprise. D'autre part, la tendance qu'on a dans les entreprises est plus souvent de faire travailler des organismes qui emploient des handicapés, et donc ça, on le fait très volontiers. Et d'autre part, effectivement, à avoir des handicapés qu'on fait revenir au travail dans des postes qui sont des postes adaptés. Ça pose d'ailleurs une question liée au vieillissement, qui est tout simplement l'usure professionnelle. L'usure professionnelle, qui est réelle dans des métiers comme les nôtres, quand vous faites de la pose de canalisation, passer 50 ans, c'est compliqué. Quand vous faites de la collecte d'ordures ménagères, passer 50 ans, c'est compliqué. Donc on a monté un certain nombre d'accords avec les organisations syndicales dans les établissements concernés pour permettre le retour au travail de ces collaborateurs ou l'aménagement de tâches pour ces collaborateurs avec des formations adaptées. Alors, ce qui n'est pas toujours extrêmement simple, mais ça, c'est quelque chose qui joue. Il y a un autre point aussi qui est important, compte tenu du vieillissement et compte tenu de l'importance de la dépendance et des situations familiales, c'est qu'on est de plus en plus enclin à aider des collaborateurs à monter ou des associations et des entreprises d'aide sur ces sujets-là. On a une fondation, qui est la Fondation Veolia, qui porte un certain nombre de projets et des collaborateurs, soit qui choisissent de quitter l'entreprise, soit qui restent dans l'entreprise, pour monter des entreprises ou des associations, par exemple liées au cancer, liées à l'autisme, liées à l'anorexie, etc. Et on en aide un certain nombre comme ça. Ça fait partie du devoir de l'entreprise.
David Layani, OnePoint, vous faites du conseil en transformation des organisations, mais vous avez pratiqué sur vous une réorganisation liée à ces transformations. On parlait tout à l'heure des organisations qui peuvent fabriquer de la fragilité. Il y a des facteurs exogènes, des facteurs endogènes. Vous m'avez défendu quand on a préparé, vous m'avez dit il y a quand même des moyens dans cette nouvelle économie, dans la transformation digitale des entreprises, de mettre en place des organisations qui facilitent la vie du salarié, qui impliquent les managers et qui correspondent à la fois à des nouvelles attentes des salariés et puis aux challenges qu'on leur a fixés et qui donc permettent de prévenir les fragilités traditionnelles. Il est temps de me le prouver. Alors déjà, bien heureusement, il n'y a pas de facilité. Mais laissez-moi vous dire que la fragilité des entreprises, c'est la fragilité de ses salariés. La fragilité des salariés, c'est la fragilité de l'entreprise et leur destin est indissociablement lié. Et en pleine période de Coupe du Monde, laissez-moi citer Zidane, on gagne ensemble ou on perd ensemble. Donc il faut évidemment cesser d'opposer les salariés et l'entreprise. Pour revenir un peu sur les notions de transformation, dont les contours ont été dessinés par Thomas Saunier tout à l'heure, la transformation numérique, qui est une belle promesse, et notamment pour les plus faibles, qui vient défier les rentes, la nécessaire transformation écologique, les infrastructures de paiement qui sont elles-mêmes remises en cause, l'intelligence artificielle, la hiérarchie mondiale des grandes économies redistribuée avec l'arrivée de l'Inde, de la Chine, avec l'Afrique et toutes ses promesses demain, et encore nombreux de ces enjeux. On ne va pas parler de la France et de l'Europe, mais on parlait du destin indissociablement lié des salariés et de l'entreprise. On pourrait dire aussi et celui de la nation. On a parlé de quelques fragilités tout à l'heure. Les chiffres sont parlants. Il y a la fragilité financière, qui représente 14% des salariés. Donc 14% des salariés interrogés estiment être fragiles financièrement. Je milite pour une réponse simple, c'est baisser les cotisations sur les salaires, les cotisations salariales. C'est un discours peu porté par les chefs d'entreprise, mais on ne peut pas dire que le destin est indissociablement lié et ne pas s'emparer de cette question en parlant toujours de compétitivité. Et il y a la compétitivité de l'emploi aussi par l'attractivité des salariés et des salariés mieux payés. Il y a un certain nombre d'autres sujets. Vous avez parlé de la confusion entre la vie personnelle, la vie professionnelle, liée aussi aux avantages qu'on peut trouver du numérique, la quintessence qu'on peut en tirer, avoir accès à l'information, à ses mails en permanence, etc. Je crois devoir dire que le droit apporte quelques réponses dont il faut se saisir. Le droit à la déconnexion, le contrôle sur l'isolement du télétravail, le renforcement à travers la loi des entreprises qui aspirent aussi à plus de liberté, mais en même temps qui assument leurs responsabilités à travers un dialogue social beaucoup plus construit et renforcé dans l'entreprise. Et je passe toutes les notions de harcèlement et aussi le droit à la déconnexion. Le gros sujet dans ce qu'on a vu dans l'enquête de ce matin, ce sont quand même des salariés désorientés, dont 23% parlent du sens, ce qu'on attend d'eux. Et donc, ce qui me semble essentiel et ce qu'on attend de l'entreprise, Sophie Boissard et M. Lambert l'ont rappelé quelque part avec le cadre, avec l'organisation, avec la vision, c'est d'être capable de se positionner dans ce nouveau monde. On attend de son entreprise qu'elle soit une boussole économique, une boussole organisationnelle et une boussole culturelle. Où se positionne mon entreprise ou son entreprise dans ce nouveau monde générateur de complexité, d'incertitude, dans lequel il faut se créer un chemin. Donc, vous me faites le portrait en creux de la famille, là. Peut-être. Ah bah oui, un repère qui nous situe, qui nous accueille. Mais on pourrait, vous savez, il y a 3 cadres un peu imposés, qui sont la famille, le travail et l'État. Et le rapport est sensiblement en train de s'inverser du cadre imposé pour des collectifs choisis. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez comparé l'État et le discours fort autour de la transformation, autour de la confiance dans un État qui accélère au plus proche de ses citoyens, qui doit s'adapter à ses usages. Il en va de même pour l'entreprise. C'est de moins en moins un cadre imposé qu'on vient charger. On ne vient plus gagner sa vie dans une entreprise, on vient réussir sa vie. Et donc, de plus en plus, on veut adhérer à un collectif choisi. Et choisi
parce qu'il est capable de se positionner dans l'avenir, de construire sa vision, d'affirmer sa raison d'être, avec une colonne vertébrale qui sont ses valeurs incarnées, dont l'exemplarité est très forte par ceux qui l'incarnent, et avec une mission très claire. D'accord, ça c'est l'appartenant témoin. Comment on fait? Ah bah non mais je vous pousse dans votre tranchement parce que vous l'avez fait. Mais je vais un tout petit peu plus loin. Oui, on a décidé d'être notre propre laboratoire. Vous savez que chaque entreprise se crée sa propre alchimie, sa propre dentelle humaine. Et de plus en plus, on se rend compte que les collaborateurs, comme dirait Lévinas, ont des visages. Et cette notion est extrêmement importante et elle m'est particulièrement chère. Cette peur, elle entraîne quoi? Cette complexité, la peur de son avenir. Laurent Berger l'a dit à travers son expérience professionnelle. Sa plus grande fragilité a été le chômage. Bon. Et la plus grande fragilité des salariés, c'est d'avoir peur pour leur avenir. Et la peur de leur avenir, c'est quoi? C'est l'employabilité. C'est comment je vais être utile demain dans une entreprise qui a du sens, qui sait où elle va, ou en tout cas qui a décidé de se frayer un chemin, qui n'est pas dans l'immobilisme. Et ça, c'est ce que j'ai appelé l'entreprise apprenante. Et l'entreprise qui n'a pas peur, parce qu'elle est authentique, parce qu'elle est capable d'assumer ses différences, mais plus que ça, de les cultiver, d'en faire une force. Et dans les différences, il y a la fragilité dont on voit bien qu'elle ne peut pas se segmenter et qu'elle peut naître à des moments différents dans sa vie. Donc un peu comme le marketing de masse, et je suis sûr que monsieur va très bien en parler à travers l'analyse des données des salariés, il est important de personnaliser la relation, de sortir du cadre habituel qui est le premier constat d'échec, par exemple le bilan annuel, au fond qui dit à des salariés on va se voir une fois par an pour parler de tout, tous les problèmes, le salaire, qui est un moment anxiogène parce que souvent on n'a pas été capable de se parler avant. Donc c'est être capable d'outiller une démarche avec une dimension plus large où on a des capacités d'expression permanente avec l'entreprise. Vous retournez la pyramide. Pardon, je fais un petit point d'étape, oui. Mais vous retournez la pyramide, c'est-à-dire ce moment qui devait être absolument essentiel, qui traitait de questions essentielles, qui était l'évaluation, où on pouvait dire « je ne me sens pas bon là, je me sens meilleur ici, je n'ai pas atteint mes objectifs, je voudrais faire ceci ». Ça durait 1 heure, c'était un pinceau, enfin bon, 2 heures, hein, Jean-Marie Lambert, vous me corrigez, allez, 3 heures. Et plutôt 3 heures. 3 heures, et vous dites « il faut inverser, il faut le faire en continu ». Absolument. En continu, on doit être capable de... Vous avez un débat tous les deux, mais alors Jean-Marie Lambert, vous prenez la parole quand vous voulez, hein, mais c'est terminé. Absolument. En continu, on veut prendre l'état, la situation du salarié dans l'entreprise, qu'il soit clairement établi ce qu'on attend de lui et on le reconfirme en permanence, qu'il puisse être lui-même acteur de la transformation de l'entreprise et acteur de sa problématique, soit directement avec son management, et il faut bien évidemment continuer à créer les conditions de cette confiance qui ne se décrète pas, mais aussi parce que ses pairs, parce que dans son entourage, on a été capable de relever une anomalie, ou parce qu'on a voulu soi-même garder l'anonymat, ou s'appuyer sur d'autres personnes. Vous savez, très souvent, on disait que start-up, c'était finalement quoi? Une petite entreprise, puis qui devient peut-être une PME, en tout cas, on l'aspire, et on ne le fait pas assez en France, et probablement une grande entreprise. Donc au départ, on fait beaucoup de choses intuitives, et puis quand on grandit, on essaye de conceptualiser à grande échelle ce qui a fait notre ADN. Là, vous me décrivez une émancipation, vous me décrivez la liberté. Pour vous donner des choses concrètes. Moi, quand j'avais une petite entreprise, vous avez parlé des femmes enceintes tout à l'heure. C'est un sujet qui nous importe. Moi, j'ai deux grandes sœurs et 2 petites filles. Vous voyez comme quoi le sujet est très important pour moi. Moi aussi, je connais plein de femmes. Voilà. Plein. Et je comprends que leur destin et leur épanouissement vous intéressent. Quand une femme était enceinte, elle était systématiquement augmentée. Mais c'est quelque chose qui s'est fait naturellement parce qu'on voyait cet état d'anxiété. Plutôt, c'était derrière le message qui pouvait être parfois symbolique, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Et on a, dans le cadre de nos outils, de ce qu'on appelle ce feedback en continu, un bouton SOS, qui peut être utilisé par d'autres, en disant il y a peut-être un problème avec ce salarié. C'est un peu devoir d'alerte avant l'heure, mais en ce qui concerne aussi ses collègues et de façon évidemment constructive. Le bouton SOS, c'est un process ou il existe vraiment sur l'ordinateur? Comment ça se passe? Il existe vraiment dans l'univers numérique du collaborateur, là où on sait ce qu'on attend de lui, là où on peut voir sa performance, là où on peut voir comment il se forme, comment il apprend, parce que l'entreprise apprenante, et Veolia à cet égard, est un modèle en termes d'apprentissage et de formation, mais c'est de s'assurer que chacun
participe à l'apprentissage permanent et à la transmission aussi. J'ajoute des choses que vous m'avez dites en préparation qui sont importantes parce que vous êtes en train d'oublier de les dire. Vous avez dit on a, chez nous, pour pouvoir faire la transformation chez les autres, on a réduit les circuits hiérarchiques. On a 3 niveaux hiérarchiques et on n'en a pas 18. Vous avez dit aussi on a des communautés qui se construisent par affinité élective professionnelle, avec des gens qui se sentent plutôt à l'aise dans telle communauté de travail, telle communauté de compétences. Vous m'avez parlé évidemment de la touche SOS. Et vous m'avez dit, ce qui est le plus dur, c'est de les libérer. Parce que quand on est libre, ça fout la trouille, la liberté, dans ces organisations-là. Comment on vit la liberté ? Vous abordez beaucoup de sujets, et je dois vous dire que j'aime bien quand vous parlez de moi. J'ai presque envie de vous laisser... Tout le monde aime. De vous laisser... Tout le monde aime ça. Quelqu'un a dit tout à l'heure, être concentré en permanence sur l'organisation, c'est être concentré sur son propre nombril, et il faut mobiliser les énergies vers l'extérieur. Il n'y a pas de finalité dans l'horizontalité à tout prix ou dans la verticalité à tout prix, au même titre que les liens générationnels ou quels qu'ils soient dans l'entreprise. Il y a une dose de verticalité nécessaire, mais il faut réduire toutes les strates qui sont inutiles et en prenant l'entreprise apprenante, c'est limiter la portée du statut, qui a été la seule finalité dans l'entreprise, ou qui peut l'être encore dans beaucoup d'entreprises. La seule finalité, c'est comment j'acquiers le statut 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, qui me donne mon salaire, mon variable, ma reconnaissance dans l'entreprise et à l'extérieur. Et le seul moyen, souvent, de le conquérir, c'est être capable d'aller conquérir un territoire et de gérer de plus en plus de personnes. Ça marche. Donc, on est obligé de se contraindre et se compromettre. Ça marche à une condition. Parce que si vous voulez libérer, le corollaire, c'est de responsabiliser et d'avoir des process. Vous avez dit tout à l'heure, les process rend fou, je l'ai bien noté, mais on comprend que plus on veut libérer, plus on veut laisser d'esprit d'initiative dans l'entreprise, plus il faut être clair sur ce qu'on attend et avoir des processus de décision formalisés. Et réduire le niveau ou la portée du statut, c'est aussi s'appuyer et créer une filière d'expertise. Ça veut dire que vous créez de la reconnaissance multidimensionnelle à travers l'expertise que vous allez créer dans l'entreprise et vous redonnez un chemin avec une capacité à prendre l'ascenseur social. Ceux qui ont appuyé sur le bouton SOS chez vous, ils avaient quoi ? Il y avait une jeune femme, par exemple, qui était enceinte, qui attendait des jumeaux. Et je regardais son parcours. Il y avait la peur de partir à un moment où dans l'entreprise, elle était en train de s'épanouir et sentir qu'il y avait des capacités pour elle, et notamment de devenir associée. Deuxième exemple. Mais je vous dis la réponse quand même qu'on a apportée parce qu'elle est importante. Et donc, en analysant la situation, elle avait ces capacités-là. Et en fait, on l'a augmentée et on l'a nommée associée avant qu'elle parte en congé maternité. Et c'était un grand message dans l'entreprise, c'est assez rare pour le souligner. C'est rare, hein. Et c'est quelque chose... Elle est forte, la fille. Hein, elle est très, très forte. En tout cas, elle s'est sentie assez à l'aise dans une entreprise où on libère la parole. Deuxième Ça, exemple. c'est important. Le deuxième, c'était plus un individu qui alertait sur un autre dont il sentait que physiquement, à travers son équipe, il y avait simplement quelque chose. Voilà. Et donc, effectivement, il n'y avait pas ni de notion de harcèlement volontaire, ni de malveillance, mais il y avait quelqu'un qui était effacé dans une équipe forte. Et au fond, qui ne pouvait pas forcément se sentir bien, et il avait des solutions. Parce que 80% des solutions aux problèmes de l'entreprise sont dans la tête des salariés, et c'est pour ça aussi qu'il faut limiter le nombre de niveaux hiérarchiques pour laisser une capacité d'expression du terrain et qu'elle puisse remonter et apporter des solutions dans l'entreprise. Mais à condition d'avoir une parole libérée, qu'on n'ait pas une couche de management intermédiaire qui est chargée de transmettre l'information mal comprise avec une vision incomplète et surtout chargée de faire en sorte que la base ne s'exprime pas. Voilà, arrêt de jeu. Une réaction de Jean-Marie Lambert et Sophie Boissard à cette façon de transformer, d'aller au-delà d'organisations traditionnelles. J'imagine que vous y pensez sans arrêt, mais là, ça se fait un peu ex nihilo.
Vous réagissez comment à ce... J'aurais envie de demander à David combien de salariés et quel niveau d'études moyen. À mon avis, c'est une organisation de white collar. Enfin, ils n'ont plus de cravate, mais voilà. Il y en a moins de 1000 et on peut effectivement... Donc, je trouve ça formidable. Alors, il y en a 2000 quand même, Sophie. Ouais. 2000, mais niveau moyen d'études et c'est un niveau d'études élevé. Et c'est des missions, c'est des consultants, c'est des missions chez le client. Et donc non, beaucoup, vous savez, regardez, à Nantes et à Bordeaux, on a 550 salariés. On est en train de créer des centaines de milliers de mètres carrés, parce que le corollaire de tout ce que j'ai dit, c'est aussi de créer de la rencontre. Plus on avance dans le monde du digital et de la mobilité, plus nous, on investit sur les lieux. On est en train de faire 35 000 mètres carrés à Bordeaux, et on répond à un concours pour faire plus de 65 000 mètres carrés à Paris, mais tout ça pour vous dire qu'on crée des lieux où on va intégrer les équipes de nos clients, qu'on construit des équipes et on récupère aussi des salariés qui sont en perte de sens, en bas de l'échelle, qui n'ont pas le niveau de diplôme requis. Et sachez qu'on s'en rend bien compte, la peur, elle est aussi beaucoup chez les gens diplômés, parce que plus on avance, plus la portée du diplôme se réduit comme peau de chagrin. Oui, et on crée autant de frais. C'était pas du tout pour... Ouais. Je dis juste que cette expérience et cette approche me semble extrêmement intéressante. D'ailleurs, on bosse avec vous. Je vous remercie. Mais moi, Ah, vous travaillez ensemble? on commence à travailler ensemble et on est accueillis dans les espaces de OnePoint qui sont effectivement très inspirants. Mais moi, le sujet que je voudrais dire, vous avez dit la principale peur de mes salariés, c'est le déclassement et c'est la nécessité de se former en permanence pour rester au top. Moi, la principale peur de mes salariés, c'est pas du tout le fait de ne plus être employable. Ils et elles sont employables à tout moment, partout. Leur principale crainte, fragilité, c'est très concrètement, j'ai des salariés qui sont mal logés ou pas logés. J'ai des salariés qui choisissent de travailler la nuit parce qu'elle se repose la journée, ou il ou elle se repose la journée dans l'appartement qu'elle partage, qu'elle sous-loue ou qu'elle co-loue avec quelqu'un d'autre. J'ai des salariés, et c'est vrai, c'est des phénomènes de grandes villes, c'est des phénomènes de métropolisation, qui habitent à Reims pour venir travailler au centre de Paris parce qu'il n'y a pas moyen de se loger dans des conditions normales pour des salariés en CDI qui sont payés près de 2 000 € par mois et qui ont des revenus réguliers, mais il n'y a pas d'offre de logement. J'ai des salariés qui, après 4 RER annulés, appellent en disant je n'aimerais pas travailler aujourd'hui. Je n'aimerais pas travailler aujourd'hui parce que je suis crevée, je me suis levée à 6 h du matin, il est 9 h, je n'ai pas de solution, je rentre. Et donc, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de types de fragilité correspondant à beaucoup de types d'entreprises et qu'il faut ça paraît important d'appréhender ce qui concerne en pratique le plus grand nombre aussi. Jean-Marie Lambert, une réaction à ce qui a été dit, parce que vous êtes 170 000, vous n'êtes pas 2000, mais il y a des choses qui doivent vous inspirer très rapidement, et ensuite on entendra Thibault Martin. Très rapidement, c'est vrai qu'on risque d'avoir deux mondes chez Veolia. Il y a le monde des métiers traditionnels, qui est peu porté à la digitalisation, quoique, et le monde des sièges. Le monde des sièges qui ressemble de plus en plus au monde de David. Bon, et donc il faut effectivement faire coexister ces deux mondes, faire en sorte qu'il y ait une forme de fertilisation croisée, et aussi travailler avec les autres. Je pense que l'un des gros changements auxquels on fait face, et je pense qu'on y réussit assez bien, c'est que l'entreprise, un groupe du CAC 40 comme Veolia, n'est plus une entreprise cloisonnée comme une forteresse. Elle travaille avec le monde extérieur, elle est bien obligée de le faire, elle travaille avec des partenaires comme vous, comme Malakoff Médéric, comme d'autres, etc. Et c'est tant mieux, parce que ça apporte des choses, ça apporte de nouveaux modes de travail, mais il faut qu'on évite de faire en sorte d'avoir des salariés à deux vitesses. Si je prends par exemple l'exemple du travail à distance, le travail à distance s'est considérablement développé chez nous pour les sièges. Et ça, c'est une des choses pour lesquelles je remercie les grévistes de la SNCF. En région parisienne, ils ont permis d'éliminer les derniers bastions de résistance au télétravail. Halte à la démagogie. Halte à la démagogie. Méfiez-vous, Jean-Marie Lambert, vous filez un mauvais côté. Non, mais il est temps que ça s'arrête quand même. Parce que maintenant, c'est fait, tout le monde est passé au télétravail. Même Laurent Berger en a marre. Enfin, il ne l'a pas dit, mais enfin... Néanmoins, le Reaper qui est derrière la benne, il ne va pas faire de télétravail. Bon, il y a juste un point, si je voulais revenir sur ce que vous disiez, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est les difficultés financières. On a un plan chez Veolia qui s'appelle le plan de solidarité active, avec un numéro vert pour les numéros d'urgence. L'an dernier, il y a 800 appels qui sont des numéros d'urgence extrêmes. Sur ces 800 appels, la moitié, c'est la région parisienne. Et tous, c'est des difficultés financières. Des difficultés financières. Et là, on a un énorme problème. Je pense qu'il faut effectivement d'abord pleurer sur la disparition du 1% logement. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre d'années, je m'en souviens, moi qui suis un vieux DRH, nul n'est parfait, on avait le 1% logement, on pouvait avoir des droits de primo-accession, etc. pour nos salariés, on pouvait caser des salariés dans des logements
convenables, voire très convenables, à proximité de leur lieu de travail. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et vous imaginez que quelqu'un qui va faire la collecte des ordures ménagères à Neuilly n'a pas les moyens d'habiter à moins de 25 km de Neuilly. Bon, donc c'est un vrai problème. Le vrai problème aujourd'hui de la mobilité professionnelle, c'est le problème du coût du logement, le problème de la durée des trajets. Et ça, nos salariés sont durement impactés par ça. Et tous les cas d'urgence, on a 80 cas lourds en ce moment à traiter, sur lesquels on fait des aides financières, sur lesquels on trouve des solutions par nos petits moyens pour essayer de trouver des logements disponibles, etc. Et c'est ces cas-là. Et donc ça, je crois que c'est extrêmement important à rappeler. Ça, c'est des signaux forts, les problèmes de logement, les problèmes de famille, les problèmes de transport, on les entend. Il y a aussi des signaux faibles, Thibault Martin, et tout à l'heure, David Layani parlait des data et de cette écoute ultra personnalisée que permet l'analyse des data dans l'entreprise. Alors évidemment, tout de suite, ça ouvre la porte au fantasme 1984 qu'il faut dissiper immédiatement. En quoi l'analyse des données et leur recueil et dans quelles conditions vous permettent, vous, d'identifier des problèmes qui sont à l'origine de la fragilisation des salariés? Déjà, merci de m'inviter avec de ces illustres représentants. Moi en fait, le sujet, on en a déjà beaucoup parlé, c'est que, donc on est pour pas dire une start-up, parce que c'est un terme un peu galvaudé. Non, vous avez encore le droit de le dire, malgré ce que Diana Philippe nous a dit. Une jeune entreprise fondée il y a 2 ans, qui vient initialement du monde de l'analyse de données côté client, et qui essaye d'appliquer un certain nombre de ces pratiques côté collaborateur, en partant d'un constat simple, c'est que beaucoup d'entreprises finissent par connaître mieux leurs clients que leurs propres collaborateurs. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que quand on travaille quasiment exclusivement avec des grandes entreprises. Aujourd'hui, il y a un vrai engouement autour de l'expérience collaborateur, autour de l'engagement des employés. La détection et le travail sur les fragilités est évidemment en partie, une grosse partie de ce travail-là. Quand on rencontre des dirigeants, la première chose qu'ils nous disent, c'est qu'ils ne savent pas trop par où commencer. Et pour une raison simple, c'est qu'ils ne peuvent pas traiter ce problème tout seuls. C'est un travail qui est titanesque, qui implique toute l'entreprise. Et vous l'avez très bien dit, surtout dans des grands comptes, il n'y a pas une réalité, il n'y a pas un modèle, il y a des centaines, il y a des milliers de modèles, il y a une hétérogénéité qui est extrême dans l'entreprise. C'est ce qui fait que les outils traditionnels ou les méthodes traditionnelles du type enquête annuelle, du type baromètre, sont finalement très peu efficaces si vous demandez à vos collaborateurs, et même en off à vos collaborateurs RH, parce qu'ils prennent beaucoup de temps, qu'ils sont standardisés, et que il y a un laps de temps en fait, entre le moment où vous allez interroger vos collaborateurs et le moment où vous allez agir, qui est extrêmement long, et qui va demander un ruissellement vers le bas de l'information qui fait perdre en qualité. Donc nous, l'analyse de données, on ne le fait pas juste pour faire de l'analyse de données, on le fait pour une raison simple, c'est que il y a autant d'équipes que de situations à traiter, et de situations à traiter différemment. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir une discussion tout au long de l'année avec les collaborateurs. On va collecter un grand nombre de données sur leurs ressentis sur différents cas d'usage. On va l'anonymiser, et il y a un vrai travail. Vous disiez, il ne faut pas parler de Big Brother, etc. J'ai aucun problème à en parler. C'est un problème de montrer aux collaborateurs qu'effectivement, le recueil d'informations est vraiment anonyme. Et ça, c'est de la transparence, c'est de leur montrer ce que voient les managers. Et ces données-là, on va ensuite se dire qui est la personne la mieux à même de traiter l'information au moment où les problèmes remontent, plutôt que quand ils sont déjà bien imbriqués. Donc ce qu'on va faire, c'est, vous parliez de boussole tout à l'heure, David, on essaie de construire cette boussole, non pas pour le dirigeant, non pas uniquement pour le dirigeant ou pour la direction des ressources humaines, mais pour les managers de proximité, parce que ce sont eux qui vont faire vivre l'engagement au quotidien, qui vont traiter les fragilités au quotidien dans leur contexte qui leur est propre, et qui sont aujourd'hui extrêmement mal équipés. Les managers sont extrêmement mal équipés. Vous voyez, on parle de responsabiliser les managers, on parle de s'appliquer sur le management intermédiaire, on leur demande beaucoup de choses et on leur donne peu de moyens pour le faire. Nous, c'est de ce constat-là qu'on est parti, et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de leur donner une boussole pour leur dire, en ce moment, dans votre équipe, dans votre contexte, voilà quels sont les problèmes qui sont les plus urgents d'après vos collaborateurs. Et on essaie de les accompagner à la fois avec de l'humain, donc il n'y a pas que de l'intelligence artificielle, on a de l'humain derrière, pour résoudre ces conflits, ou donner les moyens aux ressources humaines de dire j'ai 10 managers, 15 managers qui ont les mêmes problèmes, comment je fais pour leur donner les moyens de les résoudre? Un exemple d'une énorme merdouille que vous avez soulevée grâce aux data. Alors, je vais parler de fragilité parce que c'est le thème du jour. Nous, il y a deux types de fragilité, et on a commencé à en dessiner un petit peu les contours. Il y a des choses qui vont avoir trait à justement des fragilités liées au handicap, liées à la discrimination.
On travaille avec beaucoup de clients industriels, alors avec pour le coup des populations qui sont à la fois col blanc, col bleu, pour parler dans les mêmes termes, où il va y avoir une volonté de l'entreprise de tout en haut de dire je veux promouvoir des rôles modèles féminins, je veux pouvoir avoir une diversité dans mon COMEX, etc. et qui ne se ressent pas du tout parfois sur le terrain, qui vont se ressentir sur certains sites qui sont des sites phares. Je parle de l'industrie, mais je peux parler aussi, par exemple, de la grande distribution, avec des gens qui vont avoir des magasins sur les Champs-Élysées, etc. Et quand on va regarder en province, finalement, les valeurs de l'entreprise ne sont pas du tout vécues. Ça peut être des choses qu'on identifie, non seulement de la part des gens qui subissent les discriminations, mais aussi de la part de collègues qui disent « j'ai, moi, été témoin d'une discrimination qui n'a pas été remontée », et donc qui vont permettre de traiter des problématiques, non pas de manière avec un gros bulldozer RH une fois par an, pour toute l'entreprise, mais parfois par touche sur les endroits qui sont les plus touchés. Le deuxième type de discrimination, et ça, on en a tous connu, c'est des gens qui vont nous dire j'ai pas de sens dans mon travail, je me sens pas valorisé par mon ou ma manager, j'ai des réunions qui sont annulées. Alors pour les populations sièges, c'est un truc qu'on a tout le temps. J'ai des réunions qui sont annulées à la dernière minute, on ne me prévient pas. Et j'arrive en réunion, il n'y a personne, parce que la personne qui a organisé la réunion n'a pas jugé utile de prévenir ses collaborateurs qu'il va y en avoir une. Il y en a des centaines et des centaines. Il y a autant de situations que d'entreprises et de collaborateurs. Ce qui est intéressant dans ce genre de dispositif, c'est de dire, finalement, il y a 1000 résolutions pour un même problème. Et du coup, l'autre version de la pièce, c'est que pour un même problème, il y en a 1000 déclinaisons en interne dans l'entreprise. Jean-Marie Lambert, je voudrais vous donner le mot de la fin, pas parce que vous seriez mon éventuel chouchou, il n'en est pas question. C'est mais la parce discrimination que vous êtes, positive. Non, vous êtes celui qui va faire voiture-balai. Vous avez la fonction, quand les managers... Mais si, bien sûr. Vous avez la fonction, quand les présidents seront oppressés et fragilisés par leurs actionnaires, qu'ils auront d'un côté une grève, de l'autre côté des résultats, des COMEX, des machins, des trucs, on va dire « Ah là là, les fragilités, tiens, le DRH, c'est pour toi ». C'est quoi l'avenir de votre fonction avec des chantiers pareils? J'ai combien de temps? 2 minutes 30? Non, 1 minute, parce qu'ensuite on entend Bruno Mettling. D'abord, je crois beaucoup à la fonction RH. Je sais que ce n'est pas la mode de le dire. Je sais que la mode est au DRH bashing, pour parler. Il n'y a pas de terme en français, heureusement. Il paraît qu'il y a de la chasse au DRH. Oui, j'y étais pas. Bon, mais donc, je crois beaucoup à la fonction de DRH. Je pense que c'est une fonction importante. Je pense que c'est un métier, contrairement à ce que pensent d'aucuns. Ce n'est pas un truc de passage. C'est un métier, c'est une fonction qui nécessite à la fois engagement personnel, un certain équilibre et une conscience parfaite de ses fragilités personnelles. Bon, néanmoins, moi je crois beaucoup à l'avenir de la fonction RH dans la mesure où il y a des chantiers énormes, des chantiers de transformation. Le monde change, il va falloir effectivement que l'on aide les populations à changer. Le DRH aussi a une fonction essentielle pour les fragilités dont on n'a pas parlé, mais une entreprise comme Veolia par exemple, on s'honore du fait qu'on s'intéresse à l'insertion, qu'on s'intéresse aussi à l'insertion des migrants, par exemple, qui sont des personnels en fragilité. Et donc, ce sont des sujets qui sont clés, qui sont fondamentaux pour l'avenir de l'entreprise. Alors, c'est vrai que le rôle du DRH n'est pas facile. Il doit être quand même très empreint d'un sens de la dialectique parfaitement aigu. Mais néanmoins, c'est une belle fonction, même si elle expose à certaines fragilités. Messieurs, dames, merci.